Vendredi 4 novembre 2022, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat a fait le point des déclarations de candidature reçues pour le compte des législatives de janvier 2023 et a rappelé l'ordre d'arrivée des partis politiques. C'était ce jour au détour d'un point de presse. L'Institut Jean-Paul II célèbre ses 25 ans de création. Dans ce cadre, une conférence a été organisée autour du thème « Le bien de la famille pour l'homme, pour l'Église et le monde ». Lancement ce jeudi 3 novembre 2022 de la campagne de vulgarisation du code éthique et des valeurs de l'administration publique et de présentation du guide de processus disciplinaire. Cette cérémonie qui a connu la présence de la ministre du Travail et de la fonction publique et les partenaires techniques et financiers a pour but de restaurer l'image de marque de l'administration publique au Bénin. Voilà pour le sommet. Merci de nous recevoir. Contrairement à ce que nous annoncions dans nos éditions précédentes, au total, 8 partis politiques ont pu se faire enregistrer à la fermeture du portail de la Commission électorale nationale autonome. La nouvelle force nationale NFN était bel et bien à la Sénat et est restée jusqu'à la réception de son récépissé provisoire dans l'après-midi de ce jeudi 3 novembre. Tout en présentant nos excuses aux téléspectateurs, nous vous invitons à suivre le président du parti après la délivrance du récépissé. Le peuple béninois savait ce qu'on cherchait quand on est venu ici. On cherchait d'abord, dans un premier temps, ces papiers. Vous savez, c'est un sentiment de fierté, de gratitude et de reconnaissance en été à tous les membres de la nouvelle force nationale. À cette partie de la jeunesse qui a cru qu'en réalité, qu'il faut plus servir de bétail. C'est nous qui nous militons pour voter, c'est nous qui militons pour faire des campagnes, c'est nous qui mobilisons. Et combien sont-nous représentés? Quand nous disons Tico, ce n'est pas par rapport à quelqu'un, ce n'est pas envers quelqu'un, mais c'est par rapport à un système qui a trop duré. C'est vrai, on est les derniers à avoir le récépissé, mais nous avons pris le temps de le faire. Jusqu'hier, 22 h, on continuait de recevoir encore des pièces qu'on attendait depuis des mois de l'Institut de l'administration. Je suis très fier en réalité de cette jeunesse que je représente. Et je voudrais profiter de l'occasion pour demander à ceux qui hésitent encore que nous ne bavardons pas, nous ne nous amusons pas. Nous savons ce que nous croyons en quelque chose. Nous ne sommes pas des opposants, nous ne sommes pas des mauvais. Parce que le peuple n'est pas opposant, le peuple n'est pas mauvais. Le peuple veut des gens qui le représentent valablement. Le peuple béninois a besoin de réponses fortes. Mais pas seulement avec les mêmes personnes que nous avons tout le temps vues. Et vous comprenez, nous sommes des jeunes. Et nous sommes plus de 80% de la population. Et qu'est-ce que nous attendons pour nous mettre? Vous voyez, les gens se frustrent aujourd'hui parce qu'il y a tel jeune qui était pressenti sur les listes. Ils ont chanté le gouvernement de la classe politique. Vous avez vu les propositions de la liste. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais nous travaillons parce que nous serons au rendez-vous le 8 janvier. Et je voudrais inviter la presse à nous accompagner parce que vous donnez l'information juste. Dites au peuple béninois ce qui s'est passé à chaque étape. Alors je vous parle, il y a encore beaucoup de nos militants qui n'ont pas encore les quitistes. Beaucoup qui ont demandé des casiers judiciaires ou bien telle chose. Dans les tribunaux, on dit venez lundi, venez tel jour encore, on est en session de ci, session de ça. Et si je sais qu'en réalité que des maires refusent de délivrer le certificat de résidence, et nous sommes obligés de faire recours à l'ANIC, qui fait de son mieux pour nous accompagner, il faut le féliciter au passage. Je voudrais inviter les structures également, que ce soit les tribunaux, que ce soit les mairies, que ce soit l'administration fiscale, de dire, de faire dans les délais prescrits par la loi ce qu'il faut, la pièce auquel les gens ont droit. Si les gens sont en faute, dites-les, vous leur reprochez quelque chose, dites-les ce que vous reprochez en refusant de délivrer tel ou tel papier. Et je voudrais compartir la douleur de beaucoup de militants qui se sont vus refuser d'avoir le quitus fiscal. Mais nous faisons foi parce que nous avons pris les coraux très tôt à l'école et que nous avons eu la majorité de nos quitus. Il reste encore un certain nombre sur lesquels nous demandons l'administration fiscale. Non, nous travaillons tout de suite, nous avons mis en place un sous-comité et qui travaille sur le quitus fiscal. Accompagner en réalité les candidats pour qu'ils puissent rapidement avoir le quitus fiscal. S'il faut les déplacer, faire des procurations, il y a d'autres quitus qui sont sortis, donc il faut faire ça.
Pour les certificats de résidence, faire le point arrêté à l'année pour qu'on obtienne ça. L'ANIF nous accompagne, il faut le dire au passage, par rapport au casier judiciaire, pour savoir dans quel tribunal le problème se pose et peut-être mettre en arrêté les rôles sociaux à contribution, parce qu'aujourd'hui on ne doit plus se taire. On ne doit plus se taire. Le président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, était face à la presse ce matin. Il ressort principalement de ses propos qu'à la date du 2 novembre 2022 à minuit, 8 formations politiques ont pu effectuer le dépôt de déclaration de candidature pour les législatives de janvier 2023. Les identités de ces 8 partis politiques sont déclinées ici par Saka Lafia, président de la Sénat. Il s'agit, dans l'ordre d'arrivée, 1. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 2. Union progressiste Le Renouveau. 3. Bloc républicain. 4. Nouvelle force nationale. 5. Des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. 6. Les démocrates. 7. Mouvement populaire de libération. 8. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Au total, à cette phase du processus électoral, la Sénat a enregistré 8 listes de candidatures. Chacun de ces partis a déposé le nombre de dossiers exigés par le Code électoral, soit 218 dossiers décomposés comme suit. 109 dossiers de candidature titulaires, dont 24 exclusivement réservés aux femmes et 109 dossiers de candidature suppléants, dont 24 également exclusivement dédiés aux femmes. À l'issue de la vérification prescrite à cette étape, et toujours conformément aux dispositions du Code électoral, nous avons délivré à chacune de ces formations politiques le récépissé provisoire devant constater la réception de leur dossier. En pièces jointes à chacun de ces 8 récépissés provisoires délivrés a été annexé un rapport de complétude. Ce rapport précise les pièces manquantes aux différents dossiers. Dès aujourd'hui, il sera procédé et dans toutes les prochaines heures à l'étude au fond des dossiers. À l'issue de cet examen approfondi des dossiers, il sera notifié à chaque parti politique les insuffisances constatées dans la déclaration de candidature qu'il a déposée. Ces partis disposent de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification pour compléter les pièces manquantes et remédier aux autres défaillances de leur dossier. On l'annonçait en titre, 25 ans déjà, que l'Institut Jean-Paul II est né à Cotonou pour les études sur le mariage et la famille. En marge de la commémoration de ce jubilé d'argent, une conférence de presse est organisée hier sur le thème « Le bien de la famille pour l'homme, pour l'Église et le monde ». Elle a connu la présence de l'archevêque de Cotonou, des responsables et formateurs de l'Institut. Compte rendu, Melvin Achabi. 25 ans au service du mariage, de la famille et de l'éducation sur les principes religieux. L'Institut pontifical Jean-Paul II, qui intervient dans différents diocèses du pays, célèbre cette année son jubilé d'argent. Au cours de cette séance d'échange, Madame Gisèle Tordonou, témoin de la création de l'Institut pontifical Jean-Paul II du Bénin, fait un bref historique de sa naissance à travers quelques figures emblématiques qui ont facilité sa création dans le pays. Premièrement, le père capucin Victor Fiorini. Il est venu passer 1 an dans ce pays. Après 1 an de mission, il n'a fait que régulariser des mariages. En 1994, au moment de l'année internationale de la famille que le pape avait décrété, Monseigneur Carlo Cafara. Et il est venu pendant 10 jours
Le pays était en effervescence pour sensibiliser sur les défis de la famille dans notre pays. Et après les 10 jours, Monseigneur Carlo Cafara est rentré à Rome avec la demande dans sa valise que l'Institut Jean-Paul II soit installé au Bénin. Monseigneur Roger Rungbeji, vice-grand chancelier de la section africaine de l'Institut Jean-Paul II, explique les actions de cet établissement de formation. Nous sommes dans la dynamique d'une pastorale qui vise à être réellement proche des familles pour les guérir. Il faut situer aussi la famille dans le contexte actuel où elle est ballottée par toutes sortes de vents contraires tels que les idéologies promouvant une éthique de la culture de la mort, et puis la loi sur l'avortement. Mon diocèse a adopté une pastorale réellement de proximité qui consiste à former les gens pour éclairer leur conscience sur la parole de Dieu et leur devoir de chrétien. Face aux enjeux de la famille et du mariage, exposés par les jeunes présents à ce panel, des enseignements ont été prodigués à leur endroit pour une vie de couple, de famille et du mariage épanoui. Il faut bien reconnaître que partout dans le monde, en Amérique latine, mais aussi en Afrique, le mariage tend à reculer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, paradoxalement, la famille continue à avoir une très grande attractivité. Et je pense d'ailleurs que l'Église, qui est en Afrique, dans divers pays, apporte cela aujourd'hui. Il faut cesser de regarder la famille seulement à partir du couple. Oui, il faut renforcer les couples, mais aujourd'hui, certains fondent une famille parce qu'ils désirent avoir des enfants, parce qu'ils désirent vivre le soutien. Redonner à la famille sa place dans la société, c'est le résultat attendu. Prouver que sans elle, rien ne peut se construire. La famille est la base de construction de l'homme, ont conclu les panélistes. De mieux s'imprégner du rôle de la Haute Cour de justice et mener des réflexions sur les enjeux d'une réforme de l'institution. Tels sont les objectifs qui sous-entendent ce séminaire d'appropriation des textes régissant la haute juridiction à l'endroit des acteurs des médias. C'était ce mercredi 2 novembre 2022 au siège de l'institution à Porte-Nouveau. Compte rendu d'Éric Olaogun, Paul Esther Saoussi. Déjà, il y a un travail préalable qu'il est important pour la presse de faire. C'est que la diffusion de l'information sur la justice, de façon générale, et en l'occurrence sur les juridictions, ici donc la Haute Cour de justice, donc c'est que la diffusion de l'information sur la Haute Cour de justice ne doit pas être empreinte de confusion. Ces mots du secrétaire général de la Haute Cour de justice ont ouvert le séminaire initié par la présidente de l'institution porté par la volonté de rechercher des solutions aux différents écueils. Un rendez-vous qui a réuni une trentaine de journalistes venus de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Selon Jérôme Aladaye, directeur de cabinet de la Haute Cour de justice, c'est au tour de la presse de s'imprégner des difficultés que rencontre l'institution 21 ans après son installation. Le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a déjà annoncé des réformes sur la Haute Cour de justice. Nous devons nous en réjouir. Il y va de l'instauration de la bonne gouvernance et de la consolidation de l'état de droit. Une telle perspective mérite qu'on s'y prépare activement en prospectant de nouveaux paradigmes. Nous avons par conséquent jugé opportun de réunir les acteurs des médias pour échanger sur les différents obstacles à la fonctionnalité juridictionnelle de la Haute Cour de justice et les enjeux d'une réforme de l'institution. Présente à ce rendez-vous, la directrice des médias a rassuré les initiateurs de la collaboration de l'organe de régulation des médias. Elle en a profité pour inviter les journalistes à l'assiduité. Si vous, professionnels des médias, vous avez été identifiés comme cible, ce n'est pas le fait du hasard. C'est pourquoi je voudrais donc inviter les professionnels des médias ici présents
à suivre avec beaucoup d'attention les communications qui seront délivrées au cours de cette journée, à être des relais dans leur rédaction, apporter l'information juste. Deux panels ont meublé la journée, l'un sur la physionomie actuelle de la Haute Cour de justice, avec des communications sur le caractère juridico-politique de l'institution et la procédure qui y est suivie. L'autre a abordé les enjeux d'une réforme de la Haute Cour de justice et le traitement des informations qui lui sont liées. Les communications déroulées à ce séminaire ont permis de comprendre que seul le Parlement est habilité à saisir la Haute Cour de justice pour enclencher une procédure contre le président de la République, les membres du gouvernement et leurs complices. Cette disposition de la loi constitue une barrière politique au fonctionnement de l'institution. À la fin de la journée de travail, les journalistes décernent un satisfecit aux organisateurs du dit séminaire. Mes attentes ont été comblées dans la mesure où le débat a été un peu ouvert. Et la chose qu'on reproche le plus à la Haute Cour de justice, c'est que la Haute Cour de justice, depuis qu'elle a été installée il y a à peu près 20 ans de cela, elle n'a presque pas fonctionné. Mais aujourd'hui, j'ai compris mieux. C'est une institution qui est un peu entre les griffes des politiques. On a compris que ce n'est pas au niveau de la Cour, c'est les tests qu'il faut voir et pour alléger la procédure, mais aussi pour dépolitiser un peu la procédure. Et à ce niveau, je puis dire que ce n'est pas de leur faute. Ils font ce qu'ils peuvent faire pour que tout au moins cette institution ne soit pas inutile. C'est aux autorités politiques de revoir les tests et d'alléger la procédure. Comme nous sommes à l'ère des réformes, nous attendons vivement le chef de l'État, Patrice Talon, sur ce point parce qu'il a souhaité être au summum au soir de son dernier mandat. Je l'attends vivement sur ce point pour qu'on puisse débloquer en quelque sorte ces blocus qui empêchent l'évolution ou le fonctionnement de la Haute Cour de justice. C'est vrai que c'est difficile de juger le président de la République, mais ne serait-ce que les ministres. Sinon, on donne raison pleinement à l'opinion publique que cette Cour ne devrait pas exister. Lancement de la campagne de vulgarisation du Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique et présentation du guide de procédure disciplinaire. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 3 novembre 2022 à la tour administrative de Cotonou. Le lancement de cette campagne est présidé par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Modeste Dossou-Togbe, Estelle Vichuedo. L'administration publique béninoise a pendant des décennies été marquée par une série de dysfonctionnements liés, entre autres à la politisation de la fonction publique, à la lenteur et la lourdeur dans les procédures judiciaires et à la dégradation morale dans le comportement de certains agents publics. À cet égard, le gouvernement actuel, à travers le ministère du Travail et de la Fonction publique, a révisé le Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique. Il vise à renforcer les capacités des différents acteurs en matière d'engagement et de conduite de la procédure disciplinaire d'une part, et d'autre part, à mettre à leur disposition des modèles de courrier, d'arrêtés et de rapports afférents à la dite procédure. Au nombre des documents élaborés pour la vulgarisation, nous avons 10 000 exemplaires du Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique, 1000 exemplaires du guide de procédure disciplinaire et par ailleurs, nous disposons de 90 kakémonos qui ont été réalisés dans le même but. Ce code d'éthique comporte désormais 17 nouvelles valeurs qui définissent les règles et les comportements que doivent avoir les agents publics dans l'accomplissement de leurs tâches. Ces derniers sont donc invités à s'approprier les différentes modifications faites. Nous avons l'espoir que les usagers clients de l'administration publique peuvent compter sur votre détermination à bâtir une administration moderne et performante pour un service public de qualité, une administration qui promeut les valeurs morales et éthiques fondées sur la primauté de l'intérêt général, la culture du travail bien fait, le sens du bien commun, de la responsabilité, le professionnalisme et la compétence, le patriotisme, la redevabilité et l'intégrité. Il est recommandé que les agents porteurs de responsabilités publiques disposent de directives éthiques permettant d'avoir un comportement
professionnels pour la prise de décision impartiale et pour répondre de leurs actes en cas de violation de ces principes. Ceci est une reconnaissance que les objectifs de développement nationaux ne peuvent être réalisés de façon pérenne qu'avec une administration publique qui porte des valeurs essentielles que sont l'intégrité, la responsabilité, la transparence et la redevabilité, entre autres. Cette campagne de vulgarisation du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique et de présentation du guide de procédures disciplinaires va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Elle permettra de sensibiliser les agents de l'État et mettre à leur disposition des exemplaires des documents élaborés. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.